Bonsoir et bienvenue une nouvelle fois sur l'espace dédié au site mécaniqueuniverselle.net, le site qui essaie de démontrer que l'humanité a un sens, une orientation, une finalité. Elle évolue progressivement vers son ultime perfection. Nous construisons, sans le savoir pour l'instant encore, au niveau, je veux dire, au niveau mondial, étatique, parce que des intuitifs, sans doute, le perçoivent, et les religions en ont eu l'intuition, en ont eu une sorte de conscience, avec l'idée, par exemple, d'Apocalypse, la révélation. Ça pourrait correspondre à ça, ou les systèmes cycliques qui passent d'un âge de fer à un âge d'or. Et donc, nous construisons, pour l'instant encore sans que l'humanité n'en ait véritablement pris conscience, le paradis pour nos futurs descendants. Alors il faudra quelques siècles encore d'évolution, mais nous sommes pas très loin de cette possibilité. En tout cas, la possibilité est présente. Pour la première fois dans l'histoire de l'humanité, l'ensemble des êtres humains se connaissent. On connaît tous les hommes qui composent cette humanité. On a découvert la totalité de notre planète. On a construit l'ONU, les systèmes pour fonctionner universellement, l'ONU, l'UNESCO, l'OMS, l'OMC, l'Organisation mondiale du travail, etc. Et donc, il reste encore des étapes, bien sûr, à franchir pour arriver à cette unification et à ce paradis. Mais c'est, selon moi, le chemin sur lequel nous sommes. Alors, je vais reprendre l'écoute du podcast consacré à Edmund Husserl, sur lequel je travaille depuis 2 vidéos déjà, ça sera la 3e. Donc je lance la vidéo et je commente, je fais des digressions à partir de ça. Allons-y. Car au moment où Husserl écrit, donc je le rappelle, il est né en 1859, il assiste donc non seulement à la fin du 19e siècle, mais au début du 20e siècle, à la montée du nazisme. Et il peut être étonnant d'essayer alors non pas d'opposer, mais de distinguer l'approche scientifique de l'approche philosophique. Quand le nazisme et donc l'importance de la politique arrivent sur le devant de la scène, voici une lettre qu'il écrit à son ami Dietrich Manke le 4 mai 1933, donc l'année est déterminante de la montée du nazisme. C'est un contexte particulier, vous allez entendre quelques sons d'un autodafé qui a lieu une semaine avant qu'il écrive cette lettre, et puis la lettre, ce contexte est très important pour comprendre la pensée d'Husserl. Le 10 mai 1933. Voici la radio allemande. Nous nous trouvons sur la place de l'Opéra unter den Linden à Berlin. Dans le cadre de l'action de lutte contre l'esprit non allemand, un groupement d'étudiants allemands s'applique à jeter sur un énorme bûcher tous les écrits et les livres de l'immoralité. Je suis contraint de vivre dans mon grand âge ce que je n'aurais jamais cru possible. Cette réapparition en force d'un ghetto spirituel dans lequel je dois être précipité en compagnie de mes vraiment respectables, vraiment nobles enfants. Du fait d'une loi étatique censée durer et valoir pour toujours, nous n'aurons plus le droit de nous appeler Allemands. Nos œuvres spirituelles ne devront plus être comptées comme relevant de l'histoire spirituelle allemande. On ne doit continuer à vivre qu'avec la flétrissure de ce qui est juif, car d'après toutes les déclarations de la nouvelle volonté étatique, telle doit être la flétrissure de ce qui est méprisable, comme un poison dont l'esprit allemand doit se protéger et qui doit être extirpé. J'ai eu beaucoup d'épreuves lourdes à surmonter dans ma longue, peut-être trop longue vie.
Paroles enflammées des étudiants. Livrer au feu tout ce qui n'est pas allemand. Contre la lutte des classes et le matérialisme. Pour l'unité du peuple et l'honneur idéaliste. Je livre au feu les écrits de Karl Marx. Mais ce que m'infligèrent les derniers mois et les dernières semaines, cela atteignit les racines les plus profondes de mon existence. Une fois déjà, la politique m'avait plongé dans une dangereuse crise personnelle. La guerre et les expériences qui ébranlèrent mon optimisme trop humaniste et altruiste, tout cela m'a mis à bas pour des années, tant sur le plan de la santé que de la philosophie. Il me fallut en effet des années pour comprendre l'horizon. Tout. Là, les hypersensibles, les gens comme Husserl ont dû vivre des heures, mais catastrophiques, entre d'abord la guerre 14-18, être plongé dans ce moment, et être conscient de ce qui se passe. C'est comme aujourd'hui, de ce qu'on ressent des tensions mondiales avec les conflits qui sont en cours. Ça touche tous les hypersensibles. Les hypersensibles sont dans une souffrance inouïe. Et encore, c'est rien par rapport à ce que a vécu Husserl en tant que juif, en tant que peuple, appartenant à un peuple dont il sentait bien qu'il y avait une haine qui était tournée contre lui, et un monde qui s'écroulait d'un seul coup. En peu d'années, la tranquillité, la paix, l'assimilation, on va dire, ou le mélange des communautés qui se faisaient assez bien en Allemagne, d'un seul coup sont jetées complètement au rebut, et on se retrouve devant une extrême droite qui arrive en force et qui brûle les livres. Et puis, il n'y a pas d'arrêt en réalité. Ça commence par des petites choses, et puis, comme ils ne sont pas arrêtés, les nazis, ils vont aller plus loin, ils vont faire des graffitis sur les magasins, et puis ils vont interdire les choses. Et puis, voilà, tout simplement, c'est le système quand un système psychopathe n'a plus de frein, est en toute puissance, et dans un état de toute puissance, il n'a plus rien qui va le retenir, parce que très vite, les juges, enfin la justice va se ranger de ce côté-là. Des lois sont édictées pour confirmer cette toute-puissance, etc. Et donc là, il y a quelque chose qui est de l'ordre d'une terreur sourde. Et on comprend que certains, je crois que c'est Benjamin qui se suicide à un certain moment, parce que d'épuisement, en fait, et de lassitude devant quelque chose qui semble ne pas s'arrêter. En plus, un nazisme qui s'impose et qui va dire qu'il est là pour 1000 ans. Quoi faire derrière un être humain comme ça qui arrive et qui prône des choses pareilles. Enfin, on peut percevoir la souffrance qui a été la sienne et celle de nombreuses personnes à cette époque-là, devant ce qui commençait à arriver et qui... universelle de ma méthode et pouvoir la développer plus avant avec fruit. À présent, cependant, ce ne sont plus des années qu'il me reste. C'est en quelques semaines, ou du moins en quelques mois, au lieu d'années, que je dois venir à bout de ceci. Me retrouver dans cet isolement vis-à-vis de mon peuple allemand qui, dans son incommensurable majorité, m'a exclu, rejeté.
C'est ça. Et ressentir ça, c'est une horreur, quoi. C'est une horreur. Les chemins de la philosophie, France Culture, Adèle Van Rett. Et nous parlons du phénomène Husserl cette semaine, aujourd'hui en compagnie du philosophe Julien Farge. 1933, c'est la date à laquelle est écrite cette lettre. En 1933, Husserl est radié du corps de l'université de Fribourg, alors que Heidegger va être nommé le recteur de cette université. Et c'est cette mise à l'écart qui va... Et c'est là où on peut en vouloir d'une certaine manière. Évidemment, la guerre, c'est la guerre. On sait à quel point pour établir des choses, des courages ou des lâchetés hors état de guerre, c'est difficile. Mais Heidegger va prendre quand même la place, d'une certaine manière, de Husserl. Je ne sais pas ce qu'il a fait, s'il a vraiment essayé de protéger celui qui était son professeur, son initiateur, d'une certaine façon. Mais bon, il y a quelque chose qui est insupportable. Ça a inspiré des conférences prononcées plus tard par Husserl en 1935, qui donneront lieu à la crise des sciences européennes et la phénoménologie transcendantale. Difficile de croire, même si la volonté d'un retour au monde est exprimée avant la montée du nazisme, Julien Farge, qu'il n'y a aucun lien entre ce dont Husserl est le spectateur dans son pays à ce moment-là et son sentiment d'une perte du monde avec lequel il va à tout prix renouer. Oui, c'est possible effectivement de lier les choses ainsi et de voir une liaison entre cette exigence philosophique d'un retour au monde ou d'une manière de rendre compte du monde dans lequel nous baignons couramment, de réapprendre en quelque sorte ce que c'est que ce monde qui est trop connu en un sens, et d'un autre côté le constat amer. La conscience ordinaire, on pourrait dire. Et c'est là où je fais une grande distinction entre la conscience ordinaire, l'état ordinaire de conscience, et la conscience extatique. C'est deux mondes, et pour moi, il n'y a que ces deux possibilités. On est soit dans l'état d'extase, donc dans la conscience extatique, soit dans la conscience ordinaire, et c'est 99,99% du temps où nous sommes dans la conscience ordinaire. Voilà. De la montée du nazisme avec toutes les vexations auxquelles Husserl est personnellement exposé. Une chose qui me paraît très importante dans cette affaire et pour la liaison entre ces deux thèmes, et c'est le nationalisme qui installe ça. C'est cette idée que pour Husserl, le nazisme est d'abord une forme exacerbée de nationalisme et à ce titre quelque chose comme un retour d'une attitude mythique ou mythologique. Voilà, c'est clair, c'est un retour. Et ce que j'écris sur la mécanique universelle, c'est que toute tentative de revenir à un retour à l'ordre ancien fait revivre les mêmes souffrances qu'à l'époque dont on se réfère. Et donc là, ce nationalisme qui rétrécit un monde qui était ouvert, qui englobait les différentes cultures, les différentes communautés, etc. Et d'un seul coup, revenir sur quelque chose c'est même pire qu'un nationalisme en réalité, c'est un ethnocentrisme vers quelque chose où la entre guillemets race allemande doit être privilégiée, doit être à seul droit de s'exprimer. Donc c'est vraiment un retour à quelque chose de très archaïque, de très ancien en somme. Il y a une espèce de mythe de la nation, de mythe de la pureté de la race, une attitude mythique relativement à ce qui est allemand, au récit de l'Allemagne éternelle, etc. Et pourquoi chose qui n'existe pas. C'est parce que Husserl insiste notamment dans la fameuse conférence de Vienne de 1935 à laquelle vous venez de faire allusion. Il explique que l'attitude théorique dont sont issus
comme un même fruit et la science et la philosophie à l'époque des Grecs, cette attitude théorique consiste en une rupture avec l'attitude mythologique et avec la clôture en quelque sorte spatiale, temporelle, raciale, nationale de l'attitude mythologique et de la tradition en quelque sorte nationaliste. La tradition close du discours nationaliste. Et donc, en un sens, à travers la montée du nazisme, ce que Husserl voit revenir, c'est en quelque sorte tout ce contre quoi l'attitude théorique, l'attitude scientifique s'était originellement dressée chez les Grecs. Tout ce contre quoi, en quelque sorte, la science moderne, depuis la Renaissance et à travers l'époque des Lumières, s'était à nouveau élevée et qui fait un retour, en quelque sorte, violent sous ses yeux. Voilà, oui, bien sûr, parce qu'il y a déjà l'idée d'universalité qui arrive, l'idée... Donc c'est bien en opposition, et c'est pas pour rien que l'autodafé, que brûler les livres, il parle du marxisme, qui prêche au contraire l'universalité, la fraternité, etc. Et tout ce qui avait été gagné par la Révolution française et par les philosophes et la pensée du 19e siècle qui était ouverte et qui était tournée vers l'universalité. Et donc il y a un recul là, mais inouï. Et ce recul, c'est ce qu'on est en train de vivre. On est en train de retrouver quelque chose comme ça. Alors, est-ce que c'est une réaction par rapport à une évolution trop rapide vers l'universel qui fait peur, et donc face à cette peur, et c'est pas le peuple d'ailleurs qui a peur, c'est des élites qui vont insinuer cette peur dans le peuple. En réalité, le peuple, je pense qu'il est très adapté pour pouvoir évoluer, progresser. On le voit d'ailleurs avec les évolutions qui sont même fulgurantes, le mariage entre homosexuels, des choses comme ça. Le peuple, il ingère tout ça et il le vit sans problème. C'est quelques élites, c'est les élites qui vont lui instituer de la peur. Et en fait, c'est ça qui est à maîtriser en réalité. Alors, évidemment, des fois, le progrès est un peu trop rapide. Il faut quelque chose qui le calme. C'est peut-être le cas avec le wokisme. Le wokisme, il aurait peut-être tendance à aller trop loin dans la critique, dans la mise en lumière, etc., dans la déconstruction d'un système. Mais en même temps, alors voilà, peut-être que par rapport à cette accélération, c'est une réponse logique pour freiner quelque chose. Mais entre freiner un système progressiste par un système réactionnaire, que les réactionnaires freinent le système progressiste, c'est une chose, mais qu'ils fassent un retour archaïque et oublient tout ce qui a été donné depuis presque 2 siècles, l'universalité, l'égalité, toutes les valeurs qui sont données, le nazisme les raye d'un seul coup. Et donc là, on passe dans une autre étape. Pourtant, la science est brandie aussi par le nazisme. Et pourtant, la science est brandie par le nazisme, mais selon un usage que Husserl critiquera. Je crois qu'une des manières une des façons les plus explicites et les plus claires qu'il a eu de critiquer cet usage de la science, c'était par exemple de dénoncer les interprétations biologisantes des réalités spirituelles. Il y a cette fameuse phrase, très célèbre, dans la conférence de Vienne qu'il donne donc en 1935, qui dit « Il ne peut pas y avoir par principe de zoologie des peuples ». Alors, c'est une phrase qui a l'air de rien, mais qui en fait est une thèse philosophique conséquente, qui d'abord se dresse contre toutes les interprétations en fait de la vie des peuples et des réalités sociopolitiques en termes biologiques. En fait, ce que Husserl a en tête, c'est notamment les considérations du type de celles de Spengler sur le déclin de l'Occident, qui en quelque sorte appliquait des schèmes biologiques de type croissance, maturité, sénescence, dégénérescence, santé, maladie, qui appliquaient ces catégories biologiques à la notion de peuple et aux réalités culturelles
Et oui, au mélange, voilà, le mélange, c'est ce qui affaiblirait une race, entre guillemets, etc., etc. Et donc, évidemment que c'est complètement absurde. Et pourtant, on voit que ce discours peut encore reprendre. Il y a quelque chose où le peuple est extrêmement vulnérable. On peut l'abêtir par un système. Aujourd'hui, c'est les médias, c'est le fait que l'oligarchie ait pris les médias. Cette oligarchie est apte à abêtir le peuple et ensuite à lui faire gober des trucs qui sont complètement incroyables, quoi, de perdre tout esprit critique. Et donc, c'est hallucinant qu'on n'ait pas réussi à se protéger de ça. Et c'est un petit peu comme l'expérience de Milgram. On a compris avec l'expérience de Milgram et puis avec justement le nazisme, avec ce qu'a écrit Hannah Arendt, ce qu'a développé Hannah Arendt, que tout le monde pouvait se retrouver dans la peau d'un commandant nazi et parce qu'il est inclus dans une chaîne et qu'il doit obéir, etc. Donc la désobéissance à un ordre inique, ça n'a pas été institué après la guerre et après justement l'expérience de Milgram en tant que loi. Ça devrait être une loi. On devrait avoir une protection absolue de celui qui veut bien ne pas accepter un ordre inique. Et on voit bien que ça n'a pas été fait, quoi. Alors donc, on n'a pas tiré les enseignements de ce qui s'est passé réellement, et c'est pour ça qu'on peut se retrouver encore avec des psychopathes qui vont se retrouver au pouvoir, comme Hitler va se retrouver au pouvoir, comme un Mussolini va se retrouver au pouvoir, parce qu'on n'a pas analysé la mécanique de cette évolution-là. Et politique. Et pour Husserl, il y a là un contresens, tout simplement parce que un peuple n'est pas une réalité naturelle, c'est ce qu'il appelle une réalité spirituelle, c'est-à-dire que c'est d'abord une unité culturelle dont l'être n'est pas en quelque sorte constatable simplement dans l'espace et dans le temps comme une chose. C'est essentiellement une unité de transmission. Mais bien sûr, mais voilà, simplement, regardons. Si c'était une unité biologique, la France, une grande partie des valeurs de la France, on les retrouve chez Victor Hugo. Victor Hugo, fils d'immigrés, etc. On va les retrouver dans tout un tas de personnages qui viennent de l'extérieur, qui ont fait cette pensée, qui ont fait la pensée française. Et donc, il n'y a rien qui est bloqué, qui serait français derrière derrière une ethnie, un système ethnique qui va faire que la France, ça serait quelque chose un bloc monolithique et qu'il peut être perturbé par les apports. Alors que les apports extérieurs, c'est depuis X temps que ça... quand l'islam était arrivé jusqu'à Poitiers, des mélanges, il y en a eu, et des interactions, etc., en pagaille. Et puis ça voyageait au Moyen-Âge à bloc, les trucs. Donc, une unité d'appartenance, une unité de référence culturelle qui se déploie dans l'histoire, avec des références communes. Et cette réalité-là, si vous voulez, est par principe, ne peut pas par principe être appréhendée à travers des concepts biologiques. Plaquer des concepts biologiques sur des réalités spirituelles, c'est commettre d'une certaine manière un contresens. Et on voit comment un certain mésusage de la science peut être ici diagnostiqué, et comment Husserl prétend, à travers son geste qui peut paraître très théorique, de fondation des sciences ou de distinction des différents domaines légitimes et des différentes méthodes légitimes des différentes sciences, il peut malgré tout se donner les moyens théoriques de lutter contre un mésusage, en l'occurrence nazi, ou une exploitation, disons, fallacieuse de certains résultats scientifiques. Ça, c'est dans la méthode husserlienne. C'est vraiment intéressant parce que, en fait, c'est le vrai résistant par rapport
Heidegger ou à d'autres. C'est mine de rien, derrière ce travail, il y a un travail de résistance. Derrière le travail de Husserl, il y a un travail de résistance vis-à-vis de l'absurdité du nazisme. Et comment Heidegger n'a pas percuté sur ce truc-là, quoi. À quel niveau il pense le peuple allemand, un peuple qui serait monolithique. Je pense que c'était même Nietzsche pour qui le peuple allemand, le peuple avait quelque chose, très certainement, Hegel aussi, mais je pense ils auraient été offusqués en réalité devant l'acceptation par Heidegger du national-socialisme tel qu'il prônait les choses. C'est Lévinas qui va nous y aider dans cette archive du 4 mai 1957. Emmanuel Lévinas, qui a été l'élève de Husserl de 1928 à 1929 et qui prend l'image d'un canif pour qualifier la méthode de Husserl. C'était à Strasbourg pendant son voyage. Après le dîner, Husserl racontait, c'était en 1929. Il a raconté une anecdote de son enfance, de sa jeunesse. On lui avait acheté, quand il était enfant, un canif. Il avait trouvé que ce canif ne coupait pas assez bien. Il l'a donc aiguisé. Et après, il avait essayé, il a trouvé encore que le canif ne coupait pas assez bien. Et peu à peu, en repassant le canif tout entier a disparu. C'est le symbole d'une méthodologie qui a été excessive, ou est-ce le danger de toute pensée qui est une entreprise dangereuse car elle se dévore? Alors de quoi le canif est-il le symbole dans cet extrait, Julien Farge? Du monde ou de la méthode? Je dirais plutôt de la méthode. C'est la première interprétation, d'ailleurs celle que donne ici Lévinas, en la renvoyant à la pratique de la philosophie elle-même. Aiguiser ce canif jusqu'à ce que la lame disparaisse, qui est un geste en un sens absurde. Enfin, le but n'était... Alors moi, je penserais, je n'ai pas écouté, je le découvre en même temps, je penserais que c'est la réduction, justement, vers l'époqué, c'est-à-dire de ne plus avoir de choses qui perturbent l'analyse de quelque chose. Par exemple, j'analyse le climat, le temps extérieur. Si je le prends sur mon compte, si je suis frileux, si je suis malade, si j'ai la grippe, je vais trouver qu'il fait froid, etc. Et ça sera une interprétation particulière. Pour un Inuit, le climat, il sera trop chaud, etc. Donc, tout ça, c'est subjectif. Il faut enlever toutes ces subjectivités pour appréhender la chose dans son essence, en fait. C'est la réduction vers l'essence. C'est l'époqué, en réalité. Pas de faire disparaître la lame, ouais. Mais aiguiser le canif, c'est évidemment l'image, me semble-t-il, l'image la plus évidente, c'est celle du philosophe Husserl aiguisant ses concepts descriptifs, parce que je pense qu'on va avoir l'occasion d'y revenir dans un instant. Mais pourquoi il disparaît? Pour lui, une entreprise descriptive, et elle accomplit sa tâche lorsqu'elle rend compte descriptivement, de la manière la plus fidèle et la plus rigoureuse qui soit, de ce qui se donne à vivre dans nos expériences les plus courantes. Voilà, mais alors on arrive à plus rien, donc une sorte de vide, et c'est ça. Le couteau, à force d'être aiguisé, il arrive à disparaître. Et donc, quand il a disparu, c'est là où on trouve la réalité. Pour moi, c'est ça. Et c'est ce qu'on peut ressentir avec l'extase. C'est-à-dire quand l'ego a fini par disparaître, par être éteint, après il revient quand on sort de l'expérience extatique, mais dans l'expérience extatique, l'ego est éteint, et là on touche quelque chose qui est du domaine du vide, et c'est dans ce vide que le corps va jubiler, va vivre quelque chose du domaine de la vérité, et qui n'est plus une vérité intellectuelle, mais c'est une vérité corporelle, une vérité que le corps, que nos cellules, que
que nos particules comprennent d'elles-mêmes, sans passer par l'esprit. Alors vous l'avez prononcé, phénoménologie. Le discours, la science du phénomène, c'est comme ça qu'il faut le comprendre étymologiquement ? Oui, c'est comme ça qu'il faut le comprendre, en insistant tantôt, si on veut, pour expliquer ce terme, soit sur la première partie, phénoménologie, donc de quel phénomène s'agit-il, soit sur... On va arrêter là pour cette vidéo. Je vous remercie de votre écoute. N'oubliez pas, si vous avez un peu d'intérêt pour ce travail-là, et pour l'idée selon laquelle l'humanité a un sens, une orientation, et qu'il est peut-être temps de commencer à s'y intéresser. Ça serait une voie royale pour atteindre la paix. Parce que si une fois que l'humanité aura détecté son sens et sa finalité, eh bien l'ensemble humain sera obligé d'y appliquer son travail. Tout le monde travaillera pour une seule cause, qui est celle de construire le paradis pour nos futurs descendants. Voilà, par exemple. Alors, donc vous pouvez mettre des pouces, vous pouvez vous abonner, vous pouvez envoyer le lien à vos amis, vous pouvez établir des liens avec votre site ou avec d'autres sites, vous pouvez aller visiter le site Mécanique universelle, ça c'est important, c'est la base de la théorie, et vous pouvez laisser des commentaires. Tout ça augmente un peu la visibilité du travail. Merci, à très bientôt.